slow down just a little bit. Australie, grande barrière de corail. Okay, yeah. Nous avons largué 2 plongeurs afin qu'ils puissent étudier le récif. Et maintenant, il s'agit de les récupérer. Boy, you should be just near the blue water on the green part. Yeah, we dropped them off right over in there earlier. Nos amis sont là, point minuscule perdu dans l'océan. En leur compagnie, nous découvrons ce que d'aucuns surnomment la 8e merveille du monde. Andrew Dunstan et Monique Matthews font partie d'une équipe de scientifiques en mission d'exploration sur la barrière. Ils poursuivent un programme d'étude du corail, mais ils s'intéressent également au mode de vie des espèces, particulièrement aux requins, dont le rôle est essentiel à l'équilibre du milieu marin. Nous avons voulu partager la vie de ces pionniers confrontés à la nature sauvage. La Grande Barrière, c'est vraiment vue du ciel qu'elle prend toute sa dimension. Elle est née des secousses de l'écorce terrestre et des variations du niveau de l'océan il y a plus de 50 millions d'années. Elle est la seule manifestation de vie visible de la Lune, car elle n'est pas d'origine minérale. Elle est constituée de millions d'animaux étranges, les polypes, qui édifient le plus grand monument corallien de la planète. Monique s'enthousiasme. Elle a peu l'occasion de survoler l'objet de ses recherches. Située au nord-est de l'Australie, au large des côtes du Queensland, la Grande Barrière s'étend sur 2200 km et se compose de 320 îlots coralliens et de 2600 récifs, un véritable trésor biologique classé par l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. Pour Monique et Andrew, biologistes de formation, comprendre ce gigantesque écosystème pour mieux le protéger est le travail d'une vie, de leur vie. Un travail, mais surtout une passion qu'ils se plaisent à communiquer. C'est une chaîne quasi ininterrompue. Et au-delà de cette frange blanche, c'est la pleine mer. Ça descend à pic sur près de 1000 mètres. Mais ici, il n'y a que 30 ou 40 mètres de profondeur. Et même 20 en certains endroits. Et les parties vertes du récif, ce sont des eaux peu profondes où les coraux affleurent presque. Andrew, quelle est l'histoire géologique du récif? Comment c'était il y a très longtemps? Ce récif est en formation depuis des milliers d'années. Mais je dirais qu'il y a entre 14 000 et 17 000 ans, cette zone était complètement sèche. Comment ça? C'était sec jusqu'au rivage? C'était sec d'ici au rivage. Mais ces 10 000 dernières années, le niveau de la mer est monté et les coraux se sont reproduits. Ils ont flotté jusqu'ici où ils se sont installés et aujourd'hui encore ils continuent à se développer. Et tu penses que même aujourd'hui, on a encore beaucoup à apprendre de ce récif? Oui, les gens n'étudient le récif que depuis que les équipements de plongée ont été inventés. Et donc ça ne remonte qu'à une quarantaine ou une cinquantaine d'années. C'est tout récent et on ne sait pas grand-chose. Plus on en apprend, plus on rassemble d'informations, plus on pourra comprendre de quelle façon on agit sur notre environnement. Il est impératif qu'on connaisse notre rôle et notre place dans cet ensemble pour ne pas détruire la moindre de ces créatures, ce qui mettrait en danger tout le système. Ça fonctionne comme un tout.
Donc si un seul élément est affecté, c'est tout le reste de la chaîne qui l'est également parce que tout est lié. L'avion nous ramène à notre camp de base, le bateau Undersea Explorer, ancré dans la baie de l'île de Flinders. À bord, les meilleurs spécialistes réunis pour une campagne de plusieurs semaines, soutenue par l'Université du Queensland. Entre le bateau et l'avion, la complicité s'est vite établie. Un engin de reconnaissance et d'appui logistique est bien utile dans ces eaux où tant de navigateurs se sont échoués, dont le grand capitaine Cook lui-même. Le capitaine John McGregor, quant à lui, nous attend avec impatience. Nous avons au programme une longue journée de mer. There is a current run towards the vessel from the buoy. Nous mettons le cap sur l'îlot de Lizard. De là, les recherches sur le corail se poursuivront, puis nous aborderons l'aspect le plus délicat de l'expédition, mais aussi le plus passionnant, le travail sur les requins, car notre aventure australienne ne fait que commencer. Dans le carré, l'équipage se rassemble pour échanger les anecdotes du jour, et des anecdotes, Richard en a plus que tout autre. Lui qui, avec son air de collégien farceur, est un des plus grands spécialistes du requin dans le monde. Quelques jours à bord suffisent pour comprendre que ce qui caractérise nos scientifiques, c'est qu'ils n'arrêtent jamais de travailler, ignorant la frontière entre la vie personnelle et l'étude. On voit le sang circuler et son cœur battre. Fais la mise au point en regardant. Affine ici. Ah ok, ça va mieux là. Les céphalopodes, c'est mon groupe préféré, après les requins. Ils ont 3 cœurs, Stéphane. Et leur sang est vert. Notre sang est rouge parce qu'il contient du fer, alors que le leur contient du cuivre, et c'est pour ça qu'il est vert. Mais le cuivre ne retient pas bien l'oxygène dans le corps. Donc, pour avoir suffisamment d'oxygène, il faut que le sang circule très vite, et c'est pour ça qu'ils ont 3 cœurs, pour renouveler l'oxygène. Donc, ils ont 3 cœurs, du sang vert, et ils changent de couleur comme ça. Et si tu voulais voir un extraterrestre, tu en as un devant les yeux. La passerelle est vite devenue un endroit où j'aime rôder. Le capitaine est un personnage hors du commun, et je devine en lui, sous ses airs bonhommes, un authentique aventurier. Comment es-tu devenu capitaine de ce bateau? Je l'ai construit. Tu l'as construit? Ouais. Depuis le temps qu'il bourlingue sur le récif, il connaît toutes les passes. Et c'est d'une main sûre qu'il nous conduit vers notre première étape, l'île de Lizard, où d'après Richard, nous allons croiser nos premiers requins. Les côtes australiennes regorgent de ce prédateur redouté. On en dénombre plus de 200 espèces. Nous avons choisi de partager le quotidien de l'équipage de l'Undersea parce que leur approche est inédite dans un domaine où jusqu'ici le goût du sensationnel a très souvent supplanté la véritable recherche. Avec Richard, Monique et leurs camarades, il n'est pas question de cage et de mangeurs d'hommes. Les espèces qu'ils étudient, les pointes blanches, les pointes argentées et les requins gris, sont moins impressionnantes que les grands blancs ou que les tigres, mais ce sont elles qui peuplent la barrière à 90% et par conséquent influent réellement sur le milieu marin. C'est un requin qui t'a fait ça? Oui. Il était gros? Non, petit. Mais il tenait bon. Il ne voulait pas lâcher prise. Il a fallu lui ouvrir la mâchoire. Yes?
David me demandait ça va, et moi je criais non, enlève-moi ça. Richard s'approche d'un banc de barracuda. Il sait que les prédateurs ne sont pas loin, qu'il suffit de les attendre. En voilà un. Richard a beau m'avoir prévenu que je ne serais pas impressionné par leur taille, j'ai quand même un pincement au cœur à la vue de ce premier spécimen. On ne chasse pas l'appréhension liée à cette espèce aussi facilement, même avec le meilleur des professeurs. Richard m'entraîne jusqu'à un poste d'observation où l'on peut voir les requins évoluer dans leur tanière du récif. Ils arrivent, surgis des profondeurs, glissant dans le grand bleu, sans effort. Ils sont là, ils nous observent autant que nous les observons. Monique s'efforce de filmer chaque animal des deux côtés afin de permettre une identification fiable. Mais au milieu de l'océan, c'est plus facile à dire qu'à faire. La première partie du travail de nos amis consiste à identifier les requins, puis dans un autre site, ils tenteront une opération de marquage sous l'eau qu'ils sont les seuls à pratiquer. Ce sont des pointes grises, une espèce plutôt timide, sauf si on la provoque. Pour limiter les risques, il convient d'appliquer des règles de base. Éviter de rester en dessous des requins, ne jamais se positionner entre la paroi et l'animal, et surtout ne jamais leur ôter la possibilité de fuir. Tandis que Monique accumule les précieuses images, d'autres pointes grises se rapprochent. Bientôt, nous en dénombrons pas moins de 7, dessinant de grands cercles autour de nous. Un autre biologiste vient prêter main forte à Monique pour filmer les prédateurs. Son aide n'est pas superflue, car d'autres congénères rejoignent le groupe, intrigués par notre présence. Mais où est donc Richard? Soudain, je le vois derrière moi en train d'établir le contact avec un de ses amis du fond des mers, qui malgré sa modeste taille, peut tout de même lui arracher un bras. À 30 mètres de profondeur, la vraie nature de Richard m'apparaît soudain. Celle d'un grand gosse qui ne voudrait jamais quitter la cour de récréation. Et pourtant, il doit accepter de remonter en surface, reprendre le chemin de l'étude. Il faut que je le retrouve. Non. 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 Jezabel? Non, c'est pas elle.
Il s'est un petit peu égratigné sur du corail, mais ce n'est rien, ça disparaîtra vite. Il a été mordu à la tête. Ces morsures... Près de l'œil droit. Oui, on dirait les morsures d'un autre requin. Il est possible qu'il se soit fait ça en se nourrissant, parce que les autres requins se rassemblent à ce moment-là. C'est peut-être aussi ce qui est arrivé à l'autre. Il était en train de manger quand un autre requin est arrivé, ils se sont disputés la nourriture, et il s'est fait mordre accidentellement. Morsure sur la queue, tu vois ça? Ouais. Sur la partie arrière de la nageoire. C'est horizontal et ça descend. Là, c'est un peu plus haut. Tu as vu la queue? Cette partie? C'est un peu plus bombé ici. Exact. Ici. Ouais. Comment on va l'appeler? Demi-lune? Estimation 1,50 m. Signe distinctif, la forme de la queue. Nous poursuivons notre voyage vers le sud en longeant la côte du Queensland et sa somptueuse forêt primaire. Cette forêt joue un rôle capital dans l'évolution de la barrière. Elle retient les sédiments qui menacent le corail. Elle sert de régulateur aux déchets déversés dans les rivières. Mais comment se faire une idée juste de l'état de santé d'un organisme vivant long de plus de 2000 km? C'est le travail de titan auquel s'est attachée l'équipe de l'Undersea et c'est le but de notre prochaine étape. Je décide d'accompagner Bill dans son convoyage de l'avion vers ce lieu de rendez-vous et ce que je découvre sous nos ailes est un enchantement. La forêt séculaire recouvre de son mystère les montagnes et les gorges du Queensland. Ici, on se sent vraiment au bout du monde. Ce vol me fait ressentir toute la fascination que peut exercer cette terre sur les aventuriers. Monique, Richard et leurs compagnons en font partie. Ils veulent vivre la science comme des pionniers, en mesurant leurs risques, en s'accordant de précieux moments de liberté. Il y a plein de gens intéressants sur le bateau. C'est exceptionnel d'avoir autant de spécialistes à bord. En général, ce sont des gens qui s'y connaissent un peu dans tous les domaines. Mais c'est mieux d'avoir des spécialistes. Parce que ça prend tellement de temps de rassembler des données et de mettre au point une méthode efficace pour les rassembler qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude de le faire. On voit mieux comment procéder. Ouais, ça permet de mieux se connaître. Ouais. Entre nos deux équipes, le courant passe. Nous partageons la même passion de la nature et l'envie de ne pas trop se prendre au sérieux. Sous des apparences parfois rudes, nos compagnons cachent des trésors de rêves. Des rêves qu'ils poursuivent depuis l'enfance et qu'ils se sont donné les moyens de vivre au présent. Bien que tu sois un spécialiste des requins,
Tu es quand même intéressé par le reste? Oui, je m'intéresse à toute la faune. Les requins sont une partie de l'écosystème, au sommet de la chaîne alimentaire. Mais le reste de l'écosystème est tout aussi important. Je suis un écologiste. Je m'intéresse au système tout entier. Je me concentre sur les requins, mais tout le reste m'intéresse aussi. J'ai grandi dans ce récif. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais un aquarium dans lequel je mettais des bébés requins. J'allais les attraper et je les ramenais chez moi pour les mettre dans l'aquarium. Déjà tout petit, à la maison, j'avais des serpents de mer, des poissons-pierres, des requins. Des poissons-pierres? Oui. Un jour à l'école, je devais faire un exposé devant toute la classe. Alors je suis arrivé avec une glacière dans laquelle il y avait un requin vivant. Tu es dingue. Oui. Au matin, nous nous dirigeons vers le récif de corail à pleine puissance. Quand je me réveille, notre îlot perdu, les chansons sous les étoiles sont déjà loin. J'ai trop dormi. Tu as trop dormi? Ouais, j'ai trop dormi. Ah ouais? Tant mieux. C'est le doux balancement. Où sommes-nous, capitaine? Qui sait? Nous nous rapprochons de la zone où les plongeurs vont entrer en action. L'océan semble paisible, mais sous la surface, les îlots coralliens pullulent et la navigation demande une grande attention. Le capitaine est décidément un drôle de bonhomme. En toutes circonstances, il domine la situation et distille ses anecdotes. Et ensuite, je suis devenu marin. Et donc, tu es souvent allé dans la forêt, dans la jungle? Ah, et dans la jungle. En expédition? Ouais, avec les porteurs. Ils étaient 40 derrière moi et j'ouvrais la marche. Et la première chose que ces petits autochtones ont vu de l'Occident, c'était moi, arrivant au sommet de la colline. Quelle horreur! Et je disais, alors, où il est ce putain de village? On arrive quand? C'est la première chose que ces types ont vue. Mais eux, ils sont à peu près de cette taille, ils sont tout petits. Et ils ont vu arriver ce grand costaud tout rouge qui gravissait la colline en disant « Où il est ce village ?» Et même dans leurs souvenirs, le premier contact... Leur premier contact, c'est toi? C'est moi, ouais. Terrifiant, vraiment terrifiant pour eux. Eh bien, je suis content d'avoir rencontré d'autres personnes avant de te voir. Hein. Cette fois, nous sommes à pied d'œuvre. Andrew Dunstan est l'initiateur du projet Undersea, mais il est particulièrement concerné par les recherches sur le récif. La méthode qu'il a mise au point est simple, mais elle demande une persévérance à toute épreuve. Les plongeurs doivent délimiter une section de corail d'une longueur de 20 mètres, puis répertorier les espèces contenues dans cet échantillon, centimètre par centimètre. Dave assiste Andrew dans cette opération. Il est également biologiste, spécialisé dans l'étude des polluants organiques. La volonté des chercheurs de l'Undersea, c'est d'aller récolter l'information dans le milieu naturel, en pleine évolution. Jusqu'à présent, l'analyse du corail s'est toujours faite en laboratoire, et toute la différence est là.
Pourquoi les récifs restent-ils aussi plats? En poussant, les coraux cherchent constamment à monter pour se rapprocher de la lumière et de la surface. Mais il arrive un moment où ils ne peuvent pas aller plus haut. Si on les regarde de près, on s'aperçoit qu'ils sont recouverts de mucus parce qu'ils sont agressés. Ils secrètent ce mucus pour essayer de se protéger du vent et de la sécheresse parce qu'ils sont à l'air libre. Et ils souffrent. En fait, beaucoup de ces coraux risquent de mourir tellement ces conditions sont traumatisantes pour eux. Les coraux essayent de pousser vers le haut, mais les vagues les rabotent. Et par une journée comme celle-ci, l'action du vent et du soleil sur ces coraux exposés va stopper leur croissance. Ils ont grandi, mais ils n'iront pas plus haut. C'est la limite. Et ensuite, le dessus s'aplanit. Ok, cet endroit déborde de vie. Il n'est pas mort. Alors, est-ce qu'il faut croire ceux qui annoncent constamment que la grande barrière de corail disparaîtra d'ici quelques années? On entend ça tout le temps, on lit ça dans les journaux. Je sais. Alors, c'est vivant ou pas? C'est bien vivant. Mais il y a une grande différence entre dire qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre et dire que tout sera mort d'ici 10 ans. Moi, je considère que dire qu'il n'y aura bientôt plus de vie ici, c'est exagéré. Mais c'est vrai qu'il faut en prendre soin parce que c'est quelque chose de très précieux. On retire beaucoup de plaisir et d'argent de la Grande Barrière. Et c'est une ressource qu'il faut protéger si on veut pouvoir continuer à pratiquer ces activités qui nous plaisent tant. La Grande Barrière a beaucoup de chance. On a 2300 km de côte avec cet immense récif au milieu, et il y a seulement entre 500 000 et 1 million de personnes le long de ces 2300 km. Ce n'est rien du tout. Il n'y a pas assez de monde pour faire de réels dégâts. Dans d'autres endroits, les récifs sont beaucoup plus petits et il y a des dizaines de millions de gens qui vivent autour. Là, les récifs sont vraiment en danger. JJ, MM, AM, MA, AM, MM, AM, GM, K, A, K, LM, up to 1560. Pour chaque relevé, on rassemble les informations concernant les fonds marins en 200 points différents. Ça, c'est pour un relevé. Mais pour connaître un endroit précis, à une profondeur donnée, on va faire 10 relevés. Donc on aura 2000 points différents, répertoriant la faune et la flore. Quelle patience. Oui. Oui, il en faut de la patience. Et vous vérifiez l'évolution au bout d'un certain temps? Oui. Par exemple 2 ou 3 mois? D'abord, on répète l'opération plusieurs fois. On a déjà fait ça 2 fois ici. Il faudra le faire encore 8 fois. Pour l'instant, on a 400 données. À la fin, on en aura 2000. Pendant que Dave et Andrew poursuivent leur travail de fourmi, d'autres membres de l'équipage ont décidé d'améliorer la nourriture du bord en partant à la quête du poisson frais. Bill, Stuart et Jono participent à ce raid improvisé. La pêche au harpon est sérieusement réglementée sur la barrière, mais ici, nous évoluons en dehors de la zone interdite. Pas question cependant de se livrer à une chasse effrénée. Nos amis ont l'intention de prélever ce dont ils ont besoin, rien de plus. Et ils gardent les yeux bien ouverts, car les requins ne sont pas loin. Quand il y a 2 plongeurs dans l'eau, ils se séparent. Mais quand ils harponnent le poisson, les requins arrivent de partout.
Une fois le poisson piqué, il ne faut pas s'éterniser dans les profondeurs, car les maîtres des lieux ne sont jamais très loin. Ah, here we go. Here we go. Il y a encore un gros. Je vais essayer de l'avoir. D'accord. Stu est incorrigible. Il ne peut s'empêcher d'y retourner. John en a eu un? Non, il l'a manqué. Fantastique, John. Tu es un chef. Regardez-moi ça. Mais tout cela n'est que broutille en égard de ce qui nous attend. Car demain, le requin ne sera plus occasionnel, il deviendra notre obsession. Et c'est peut-être à cause de cela que Monique éprouve le besoin de parler, de m'emmener dans son jardin secret. Et pourquoi les requins alors? Pourquoi les requins? Je ne sais pas. On croit toujours que les requins sont méchants, et puis quand on les voit pour la première fois, on se dit qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Ils ont quelque chose de mystique. Ils sont tellement efficaces, tellement forts. Je ne sais pas, ils ont quelque chose qui me fascine. Je suis sûre que certains doivent se dire que je suis folle, mais j'aime cette vie. J'aime me réveiller en mer tous les matins. J'aime être dans l'eau tous les jours. Je ne peux pas m'imaginer travaillant dans un bureau. Je crois que je deviendrai folle. La ville me stresse, la circulation, c'est au-dessus de mes forces. Tu es un peu comme Richard. Tu te dis parfois que tu es plus heureuse en mer que sur Terre. Oui. Il y a trop de monde. Trop d'influences extérieures qui peuvent changer ta personnalité. Les gens rient moins. Tu me disais à quel point tu aimais les enfants parce qu'ils ont des réactions fantastiques. Eh bien, j'aimerais que plus d'adultes soient comme eux, qu'ils aient des réactions plus naturelles, qu'ils soient plus heureux, plus attentifs aux petites choses, aux joies simples. J'ai débarqué ici il y a 2 ans et demi, et quand j'ai plongé dans ces eaux pour la première fois, j'ai été sidérée. Je n'avais jamais vu de mérous aussi amicaux. D'habitude, ils s'enfuient, on ne fait que les apercevoir. Mais là, de les voir autour de soi pendant 30, 40, 50 minutes, ça fait tout drôle. C'est fantastique de pouvoir approcher un gros poisson comme ça. On a vraiment l'impression de faire partie de la nature. Et d'être au milieu d'eux, ça procure vraiment des sensations formidables. Ils sont très calmes, j'aime bien plonger avec eux. Ils sont toujours curieux, ils vous regardent toujours dans les yeux. Quand ils s'approchent, vous voyez leurs yeux bouger, ils ne vous quittent pas du regard. Ils ont des yeux fantastiques dans lesquels on se voit. J'adore m'approcher d'eux, les caresser. Quand ils vous regardent dans les yeux, vous avez l'impression de les connaître. Ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est l'impression qu'ils donnent.
Le soleil se couche sur le Pacifique, qui ce soir mérite bien son nom. En cuisine, Jono nous mitonne un plat dont il a le secret. Et Bill est à sa place préférée, au coin du bar, prêt à faire son numéro. Le sens de l'humour est une contribution indispensable à l'équilibre du groupe. C'est délicieux la truite de corail. Vous coupez le long de l'arête. La meilleure façon que j'ai trouvé de les préparer, c'est d'enlever la peau et d'en faire des filets. Ensuite, directement dans la poêle avec un peu de beurre, de l'huile d'olive, du citron et du poivre. Je couvre et je laisse cuire comme ça, à l'étouffer. 1 minute et demie, 2 minutes par filet de chaque côté. Et puis je sers ça avec une tranche de citron et c'est fameux. Alors, j'aime pas accompagner ça avec des sauces trop élaborées, avec de la crème, parce qu'on n'a plus le goût du poisson. Les meilleurs morceaux. Les Japonais en font des ceintures et des portefeuilles pour mettre de l'argent dedans. Ils paient très cher pour ces peaux. On peut aussi faire des bandeaux pour les joueurs de tennis. C'est très bien. On peut également en faire des bracelets de montre et des ceintures pour les femmes. Heureusement qu'il est là, sinon on deviendrait tous dingues. Ça fait combien de jours qu'on est là? 17 jours? Non, 27. S'il n'était pas là, on serait tous devenus fous. Moi aussi, j'ai perdu la notion du temps. Sur un continent de corail, qui n'est plus tout à fait la Terre, ni tout à fait la mer, il faut avoir un objectif. En fait, comme tout le monde, je sens une pression qui monte, presque impalpable, mais bien là. Comme tout le monde, j'attends le requin. Osprey, c'est un endroit à part sur la barrière. Sa fosse accueille plus de requins que partout ailleurs parce qu'il trouve sur ses tombants de la nourriture à profusion. Osprey, c'est un lieu mythique. Osprey, il faut aussi le découvrir du ciel. Tandis que le bateau prend position au nord du récif, nous partons en vol de reconnaissance en compagnie de Monique et de Richard. Situé à plus de 150 km des côtes, ce récif n'a pas été visité par les cartographes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et Monique en profite pour retoucher ses contours. Il ne faut pas oublier l'histoire de cette région. Depuis toujours, le niveau de la mer monte et baisse. Pendant la période glaciaire, une grande île de calcaire coiffait une montagne de basalte et de granit. Tout autour, le niveau chute 2000 mètres, c'est ça? Oui, en gros, ça tombe à pic. Regarde ce grand trou bleu. Quand je pense qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ce qu'on aimerait vraiment savoir, c'est comment les requins se déplacent au milieu des récifs. Observer leurs allées et venues, en particulier pendant la période de reproduction. Les femelles viennent mettre au monde leurs petits dans les zones moins profondes. Là, elles s'isolent des autres requins qui dévoreraient les bébés et sont à l'abri des autres prédateurs. Elles cessent de s'alimenter, elles ne sont pas cannibales, donnent naissance à leurs petits et s'en vont. Elles ne s'en occupent absolument pas.
même titre que pour le corail, nos scientifiques sont à la recherche d'informations qui ne proviennent pas des laboratoires, mais de la réalité du terrain. Ils ont l'intention de glisser sous la peau des prédateurs une puce électronique afin de mieux les identifier et d'en apprendre davantage sur leur manière de se déplacer, de chasser, de se reproduire. En venant à Osprey, ils peuvent observer les requins dans un milieu préservé, où leurs comportements ne sont affectés ni par la pêche industrielle, ni par le tourisme. On visse cette partie. Elle est réutilisable. Il faut que la pointe soit bien acérée pour transpercer la peau du requin. Tu l'enfonces jusque-là. Il ne faut pas qu'elle ressorte. La peau est très dure. Tu la plantes à l'intérieur. On va bien à l'intérieur du muscle. Tu la plantes à 30 degrés. C'est assez dur à enfoncer. Elle est grosse. Tu y vas un grand coup. C'est pratique. Le sens n'est pas important. Non, on peut le lire aussi bien comme ça ou comme ça. Peu importe l'orientation. De cette façon, le requin ne se balade pas avec un horrible tag. Rien ne dépasse. Une caisse remplie d'appâts est immergée afin d'attirer les requins en un point précis, de les avoir sous la main en quelque sorte. Richard est équipé d'un micro qui doit lui permettre de communiquer avec la surface pour renforcer la sécurité de l'opération. Je fais un essai, tu m'entends Richard? 5 sur 5. Ça se passe comment? Pas mal, terminé. T'entends respirer. Les requins ne sont pas longs à venir au rendez-vous et ils sont en nombre. Bonne chance. Ici Bill, je reste à l'écoute. Merci Bill. La méthode employée par Richard est élémentaire. C'est la technique de l'assaut. Il suffisait d'y penser, mais ce qui est fort, c'est de l'appliquer. Richard est étonnamment calme. Mais ce sont les requins qui sont nerveux et sa prise lui échappe. Ça y est. La seconde partie de l'opération consiste à hisser le requin sur la plage arrière de l'Undersea, ce qui n'est pas le plus facile. Ça remonte. Tirez. C'est bon, il va sortir? Non, c'est raté. Relâchez la corde. Le requin s'est détaché. Lâchez de la corde. On remet ça. D'autres requins tournent autour de Richard, qui doit redoubler d'attention. La technique de l'appât est à double tranchant. D'un côté, les requins viennent à coup sûr. De l'autre, l'appât modifie leur comportement et les rend plus agressifs. Richard exécute un nœud différent. Toute la science du monde ne dépend plus soudain que d'un apprenti sorcier confronté à une situation qui lui demande d'improviser. Surpris du tour que Richard vient de lui jouer, le squale se laisse tracter vers la surface. Ses branchies ne sont alimentées que lorsqu'il avance, et dans cette position inconfortable, il est assailli par le stress.